Je n'avais même pas prévu d'aller à la fête ce soir-là. Janelle m'avait envoyé l'invitation sur un coup de tête et j'ai failli ne pas répondre. Le travail m'avait épuisé. J'avais passé toute la semaine à déboguer des lignes de code qui ressemblaient plus à des écritures anciennes qu'à des systèmes modernes, mais quelque chose dans la façon dont elle a envoyé des SMS, « Tu dois arrêter de pourrir seul et parler aux humains » m'a fait me sentir vu, interpellé, mais d'une manière que seul un ami qui connaissait les parties silencieuses de toi pouvait gérer. J'ai donc enfilé une veste en jean, retroussé mes manches et traversé la ville jusqu'à chez elle. Au moment où je suis entré dans cet appartement, c'était une jungle de verre à vin à moitié vide, de fumée de bougies et d'une playlist indépendante bourdonnant depuis des haut-parleurs Bluetooth. La plupart des invités étaient en mouvement, tournant autour de vieilles blagues intérieures et tenant de minuscules assiettes en papier comme des boucliers. J'ai scanné la pièce, j'ai fait quelques signes de tête à des visages familiers et je me suis dirigé vers la table du snack, un mouvement d'évasion sociale classique. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Elle se tenait seule près des chips et du guacamole, portant ce haut jaune moutarde à épaules dénudées qui lui donnait un air à la fois royal et comme si elle n'avait aucune idée qu'elle était belle. Ses bras étaient croisés et elle avait cet air indubitable de quelqu'un qui se demande s'il aurait dû rester à la maison. Pas de téléphone en main, pas de faux SMS, juste une fille debout tranquillement pendant que le monde autour d'elle bourdonnait sans invitation. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à y aller. Peut-être était-ce dû au fait que je détestais voir les gens ne se sentir pas à leur place. Peut-être que c'était la façon subtile dont ses yeux scrutaient la pièce, curieux mais prudent, ou peut-être que j'étais déjà un peu condamné. J'ai attrapé la salsa, je l'ai regardée et j'ai dit, je pense que cette trompette vient peut-être de constituer une violation de la santé. Sa tête s'est tournée vers moi et pendant une demi-seconde, j'ai paniqué intérieurement. Et si elle pensait que j'étais bizarre? Mais ensuite elle a ri, et pas si polie, ah, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Une sorte de rire. Non, c'était profond et soudain et cela a ouvert l'air entre nous comme une étincelle. Ce rire, brut, réel, un peu rauque, m'a traversé la poitrine. C'est mauvais, hein? Répondit-elle en haussant un sourcil alors qu'elle cherchait une chips. Ne me blâmez pas si vous avez une intoxication alimentaire à 3 heures du matin. Je vous tiendrai personnellement responsable, dit-elle en mordant dans la puce. Nous avons fini par parler pendant des heures, debout juste à côté de la table du snack, comme si le reste de la fête n'existait pas. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Maria. Je lui ai dit que le mien était Julien. À partir de là, c'était facile. Nous ne l'avons pas fait. Fausse application de rencontre, plaisanterie les introductions du style de CV. Nous avons parlé comme de vieux amis en train de nous rattraper. Sa voix avait cette musique, parfois enjouée, parfois basse et réfléchie. Elle m'a parlé de son enfance à Chapelle-Île, de la façon dont elle lisait des livres sous ses couvertures après l'heure du coucher avec une lampe de poche. Je lui ai raconté comment je démontais les radios juste pour comprendre comment elles fonctionnaient et que parfois je n'arrivais pas à les remonter. Elle rit encore à ça. Lorsque le sujet des ex a inévitablement été abordé, j'ai avancé doucement mais elle était ouverte. Elle a mentionné une relation universitaire à long terme avec un certain Tobias. Elle a donné un son décontracté, comme un souvenir soigneusement rangé dans un grenier. Cela s'est terminé proprement. Dit-elle pas de grand drame, je viens de réaliser que nous n'étions pas la personne l'un de l'autre. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas appuyé. Je ne me sentais pas encore chez moi, mais une partie de moi a rangé le non, pas par jalousie, juste par conscience. La fête s'est révélée vers minuit. Janelle est venue une fois, m'a fait un clin d'œil et a murmuré à Maria, c'est l'homme le moins ennuyeux de cette pièce, bon choix. Maria est devenue rose mais elle ne s'est pas éloignée. À un moment donné, elle frissonna légèrement et je lui proposai instinctivement ma veste. Elle a d'abord refusé, mais j'ai insisté. Ce petit acte, cet échange de tissu et de chaleur, ressemblait en quelque sorte au début de quelque chose. Quand elle l'a finalement pris et a glissé ses bras dans les manches, j'ai vu le sourire le plus léger et le plus doux se poser sur ses lèvres. Ce moment vit encore dans les coins de mon esprit comme une photo que je n'ai jamais eu à prendre. Quand je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture, je m'attendais à moitié à ce que la nuit se transforme en silence. Au lieu de cela, elle s'est appuyée contre sa porte, a incliné la tête et a dit « Tu n'es pas comme la plupart des gars ». Est-ce un compliment ou un signal d'alarme? Elle sourit, je te le dirai. Je me souviens d'être allongé dans mon lit plus tard dans la nuit, sans veste, l'odeur de son parfum encore faible sur les manches, me demandant pourquoi ce rire, celui qu'elle avait quand je plaisantais sur la salsa, résonnait sans cesse dans mon esprit. Je n'étais pas du genre romantique.
J'étais la personne logique dans la plupart de mes relations. Mais avec elle, tout lui avait semblé si fluide, si facile, si chaleureux. En 2 mois, nous nous voyions presque tous les week-ends. Nous sommes allés à des festivals de food truck et à des films de fin de soirée. Nous nous sommes disputés à propos de musique. Elle aimait la soul classique. J'étais un jazzman. Elle m'a présenté sa sœur, Riley, et finalement je l'ai amenée à rencontrer Malik, mon ami le plus proche. Tout le monde l'aimait. Ma mère l'appelait Sharp. Mon père a dit qu'elle avait apporté la lumière dans mes yeux au 6e mois. Nous avons emménagé dans un petit logement à Brookside, une chambre, un radiateur capricieux et un canapé d'occasion. Ça s'affaissait un peu au milieu, mais c'était le nôtre. Le jour du déménagement, elle s'est tenue au milieu du salon vide, a levé les bras en l'air et a crié « Nous avons fait un nid ». Et j'ai ri parce que c'était exactement ce que je ressentais. La proposition est arrivée 1 an et demi plus tard. Rien de tape à l'œil, juste nous deux pieds nus dans la cuisine, de la farine sur nos chemises parce qu'on préparait une pizza maison. Je me suis agenouillé avec un torchon taché de scie sur mon épaule et j'ai tendu la bague avec un sourire stupide. Elle a dit oui, les larmes aux yeux et la farine sur la joue. À l'époque, je pensais avoir trouvé le grand amour de ma vie, le genre d'amour dont sont faites les histoires, celui qui commence par un rire au coin du goûter et se termine pour toujours. Mais pour toujours, c'est un mot que les gens prononcent trop facilement. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que parfois le rire peut être le début le plus bruyant de quelque chose de beau ou le prélude silencieux à la rupture de quelque chose. Et si j'avais su comment tout cela se terminerait? Peut-être que j'aurais retenu ce premier rire un peu plus longtemps, mémorisé le son, pas seulement le sentiment, parce que des années plus tard, je m'accrocherais à des souvenirs comme celui-là, essayant de comprendre comment un amour qui avait commencé si sincèrement pouvait dériver si silencieusement. Mais à l'époque, je ne pensais à rien de tout cela. À l'époque, j'étais juste un homme tombant amoureux d'une femme qui riait comme une honnêteté et souriait comme une promesse. La première année de mariage fut douce comme la lumière du soleil à travers les rideaux d'un dimanche lent. Je me souviens de m'être réveillé avec elle à côté de moi et d'avoir pensé, voilà à quoi ressemble la paix. Nos rythmes se mélangeaient facilement, routine de café du matin, liste de lecture Spotify partagée, débat sur l'opportunité d'utiliser le lave-vaisselle ou de se laver à la main. Nous nous disputions pour de petites choses. Bien sûr, tout le monde le fait, mais c'était le genre de combat qui se termine par des rires ou des excuses paresseuses et des baisers sur le front. Notre appartement sentait les bougies à la cannelle et le linge frais. C'était comme si elle fredonnait en se brossant les dents ou si mon clavier tapait tard dans la nuit pendant qu'elle lisait sur le canapé. La vie que nous avions bâtie n'était pas luxueuse, mais c'était la nôtre. La maison n'était pas un endroit, c'était Maria, et tout se sentait bien. Nos deux familles étaient soulagées de nous être retrouvées. Sa sœur, Riley, était notre troisième roue non officielle, Malik est devenu son partenaire de basket-ball. Quand je me suis foulé la cheville, les dîners se sont transformés en soirées de jeu. Les week-ends se sont fondus dans les souvenirs. J'adore être son mari. Elle me souriait pendant que nous faisions nos courses comme si c'était encore notre lune de miel. Elle glissait des notes autocollantes dans le sac de mon ordinateur portable. Vous avez ce nerf. J'en ai encore un pressé entre les reçus dans mon ancien portefeuille. Il y avait quelque chose de sacré dans la simplicité de notre joie. Mais ensuite il y a eu les scintillements. Au début, vous ne remarquez pas que la lumière change. Vous sentez simplement que la pièce est plus froide. C'est comme ça que ça a commencé, des choses subtiles. Un jour, nous avons croisé une vieille amie de l'université dans une librairie. Au moment où il prononça le nom de Tobias, tout son corps se raidit. Son sourire était poli, un peu trop large, comme un masque. La façon dont elle riait quand il lui posait des questions s'estompa, tendue, aiguë, tandis que nous nous éloignions. J'ai fait une blague. Vous aviez l'air d'un politicien qui évite le scandale tout à l'heure. Elle rit, mais cela ne toucha pas ses yeux. Je n'ai pas pensé à lui depuis des années. Dit-elle rapidement, trop vite. Je n'ai pas poussé. Je ne voulais pas être ce type, le jaloux qui fouille dans son passé comme si c'était un trésor ou un poison. Nous avons tous une histoire. Je respectais la sienne, je lui faisais confiance, mais ensuite vint la période des fêtes cette année-là. Janelle est venue pour le dîner de Noël, sa première visite en tant qu'invitée. Elle a apporté du vin et son rire qui pouvait remplir une pièce après 2 verres. Nous avons commencé à parler de nos années d'université, de vieux souvenirs. Maria riait, détendue, puis Janelle l'a dit.
Tu te souviens quand Tobias s'est présenté à cette fête d'Halloween habillé en professeur zombie? Tu as failli lui jeter ton verre dessus. Maria a ri trop fort. Elle se pencha en avant, les mains agrippant le verre de vin plus fort que nécessaire. Oh mon Dieu, Tobias, il était vraiment en désordre, dit-elle en se mordant la lèvre. Je pense qu'il a toujours cette vilaine barbe. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose dans la façon dont elle a prononcé son nom m'est resté, pas ce qu'elle a dit, mais comment elle l'a dit, comme si elle devait prouver qu'elle s'en fichait, comme si elle voulait le faire sortir de la carte en se moquant, mais une partie de son cerveau connaissait toujours les routes vers là où il vivait. Plus tard dans la nuit, je suis entré dans le salon et je l'ai vue sur le canapé, le téléphone brillant à la main. Elle faisait défiler Instagram. Je me suis penché sur le dossier du canapé et j'ai dit en regardant de vieilles photos de fête. Elle a sauté et verrouillé son écran comme une adolescente se faisant prendre en train de vérifier quelque chose. Elle a dit que se brosser les cheveux de son visage était curieux de savoir si Tobias ressemblait toujours à un raton laveur. Je me forçai à rire et elle haussa les épaules, ouais, quand même, malheureux. Je n'ai pas appuyé. Je suis entré dans la cuisine et j'ai commencé à faire la vaisselle, mais le son du verrouillage de l'écran est resté dans mes oreilles comme une sirène silencieuse. À partir de cette nuit, j'ai remarqué de petits changements. Elle est devenue plus distante, à peine au début, baiser plus court, réponse plus lente. Quand nous nous blottissions sur le canapé, son corps se penchait un peu plus qu'avant. La chaleur n'avait pas disparu, elle était juste plus silencieuse, plus faible. J'ai commencé à en faire plus, en ramenant à la maison son chocolat préféré. Quand je me suis arrêté à la station-service, planifiant un week-end surprise à Asheville, assumant des tâches supplémentaires pour qu'elle puisse se reposer, elle a dit « merci ». Elle sourit. Mais il y avait un vide derrière tout ça, le genre de sourire qu'on fait quand quelqu'un vous offre un cadeau dont on ne sait pas quoi faire. Je me suis dit qu'elle était juste stressée. Le travail avait été dur pour elle, délai, nouvelle responsabilité. Elle travaillait de plus longues heures et faisait davantage de déplacements. Peut-être que c'était ça. Ça devait être ça. Mais un soir, je suis rentré tard après une réunion d'équipe. Elle était au lit et faisait semblant de dormir, mais son téléphone était toujours dans sa main sous la couverture. Sa respiration n'était pas régulière, ses épaules étaient tendues. Je n'ai rien dit, j'ai juste changé de vêtements et je me suis allongé à côté d'elle, dos à dos. J'ai regardé le plafond, comptant les secondes entre chacune de ses respirations lentes et fausses. Quand elle s'est endormie pour de vrai, je me suis retourné doucement et j'ai regardé son visage dans le pâle clair de lune. Elle avait l'air paisible, mais pas moi. Mon ventre se tordait en essayant de décoder chaque regard, chaque rire, chaque instant que j'aurais pu manquer. Il y a une forme de solitude qui vous frappe lorsque vous êtes à côté de la personne que vous aimez et que vous vous sentez toujours comme un étranger dans votre propre maison. Cette solitude s'épanouissait en moi, mais je ne voulais pas l'accuser. Je ne voulais pas perdre ce que nous avions à cause d'un soupçon. Elle n'avait rien fait de mal, pas vraiment. Elle était juste distante, distraite, et je n'allais pas être ce type peu sûr de lui qui se battait pour de vieux fantômes. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose était en train de changer. La femme qui me disait tout hésitait désormais lorsque je lui demandais « Comment s'est passée ta journée ?» La femme qui avait l'habitude de se glisser sur mes genoux avec du popcorn pendant les soirées cinéma était désormais assise à l'autre bout du canapé, téléphone à la main, souriant à un écran à ma place. C'était comme vivre avec une photographie décolorée, toujours familière, toujours belle, mais perdant lentement sa couleur. Un jour, je suis rentré tôt et je l'ai trouvée endormie sur le canapé. Son téléphone était déverrouillé à côté d'elle. J'y ai jeté un coup d'œil, pas de notifications, pas d'applications ouvertes, rien de trop propre, et cela m'a fait plus peur que si j'avais vu quelque chose de suspect, car le téléphone de personne n'est aussi propre, à moins qu'ils essaient de s'en assurer. Je l'ai replacé doucement, je l'ai recouverte d'une couverture et je me suis assis près de la fenêtre jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand elle l'a fait, elle a souri comme si de rien n'était, et j'ai souri en retour comme si je ne sentais pas l'écart se creuser de jour en jour, parce que c'est ce que fait parfois l'amour, il espère encore un peu, il croit même s'il se brise. Je ne savais pas alors ce que je sais maintenant. Je ne savais pas que les fissures que je voyais n'étaient que la surface de quelque chose de plus profond, que la chaleur qui me manquait n'était pas perdue, elle avait été redirigée. Tout ce que je savais, c'est que ma femme, la femme qui illuminait autrefois tous les recoins de mon monde, avait des ombres derrière son sourire. Maintenant, et je commençais à craindre que ces ombres ne soient pas les miennes. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul, et j'ai appris cette leçon lentement, douloureusement,
de la personne dont je pensais autrefois qu'elle ne me laisserait jamais ressentir non plus. Maria et moi partagions toujours un lit, nous nous disions toujours bonsoir, nous vivions toujours sous le même toit, mais quelque part en cours de route, la connexion entre nous est devenue statique. C'était comme tendre une main que l'on connaît par cœur, pour se rendre compte qu'elle ne revient plus. La chaleur s'estompa, non pas dans un embrasement dramatique, mais dans le bourdonnement discret du silence habituel. Elle a commencé à sortir plus tard. Au début, c'était raisonnable, de longs quarts de travail et une réunion stratégique en dehors des heures normales, un dîner d'anniversaire d'un ami. Mais ensuite les raisons ont commencé à se mélanger. Une nuit, c'était Janelle qui voulait parler, la suivante, j'avais besoin de me vider la tête. Il y avait des soirs où elle ne donnait même pas d'explication, se contentant d'arriver après 22 heures avec les yeux fatigués et des mots à moitié marmonnés. J'ai essayé de ne pas être le mari trop réfléchi. J'ai essayé de lui laisser de l'espace, mais je n'étais pas aveugle. Les petites habitudes que nous partagions autrefois ont disparu. Elle a arrêté de faire nos crêpes du samedi, même si elle avait dit un jour que ces matins étaient sacrés. Elle a commencé à dormir dos à moi, son téléphone serré fermement contre sa poitrine comme un deuxième oreiller. Elle sourirait, oui, mais c'était le genre de sourire que l'on fait à un collègue poli, pas à la personne à qui on a promis pour toujours. Un vendredi soir, je suis rentré tôt à la maison. J'ai cuisiné son plat préféré, des lasagnes avec un supplément de ricotta et du pain à l'ail, grillé comme elle l'aimait. J'ai allumé des bougies et j'ai même mis son disque de train froid préféré. Je voulais lui rappeler que l'amour vivait encore ici. Elle n'est rentrée qu'à 23h30. J'étais assis là avec de la nourriture froide, 2 verres de vin intacts et le sentiment déprimant que la version de nous que j'aimais se dissolvait en temps réel. Lorsqu'elle entra, elle eut l'air surprise de voir la table dressée. « Oh, dit-elle en essayant de sourire, tu as cuisiné. Je pensais qu'on pourrait manger ensemble. » dis-je en me levant lentement. Cela fait un moment. Elle a regardé la nourriture, puis à nouveau vers moi, j'ai déjà mangé. Ces 3 mots ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais, non pas à cause de la nourriture, mais parce qu'elle n'avait même pas pensé à appeler. J'ai couvert ma déception d'un signe de tête, pas de problème. Elle ne m'a pas demandé si j'avais mangé. Elle n'a pas dit merci, elle a juste enlevé ses talons, a dit qu'elle était fatiguée et est allée dans la chambre. Je suis resté longtemps assis à regarder les assiettes intactes. Finalement, j'ai tout rangé, j'ai jeté mon verre de vin dans l'évier et je me suis assis sur le bord du lit, la regardant dormir comme une étrangère que je connaissais. Le silence entre nous est devenu un langage à part entière quand nous avons tous deux compris mais avons refusé de traduire. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, ses réponses sont devenues plus courtes, bien, occupées, fatigantes, pas d'histoire, pas de détails, juste des barrages routiers. J'ai quand même fait un effort, j'ai toujours embrassé son front quand je suis parti travailler, j'ai toujours ramené à la maison des petites choses que je pensais qu'elle aimerait. Mais son regard me disait qu'elle n'était pas vraiment là. Pas complètement. C'était comme si elle avait fait ses valises avec émotion et ne me l'avait pas encore dit. Un soir, la curiosité a pris le dessus sur moi. Elle était sous la douche, son téléphone était posé sur la table de nuit, l'écran éclairé par une notification. Je n'étais pas du genre à fouiner, je ne l'avais jamais fait auparavant au cours de toutes nos années ensemble, mais quelque chose me disait de regarder, non pas pour l'attraper, mais pour la comprendre. Quand je l'ai récupéré, il était impeccable, pas de messages, pas de journaux d'appel, pas d'application de réseaux sociaux. C'était trop parfait. Je sais à quoi ressemblent les téléphones normaux, ils sont encombrés, pas de notifications, de discussions de groupe, de même de fin de soirée. Mais le sien était comme un modèle de démonstration, propre, froid, intact. Je l'ai remis exactement comme je l'avais trouvé et je me suis assis sur le bord du lit en entendant l'eau couler derrière la porte, essayant de donner un sens au vide grandissant. Je ne l'ai pas confronté, pas encore, car que pourrais-je dire? Pourquoi votre téléphone semble-t-il avoir été nettoyé? Pourquoi ne souris-tu pas comme avant? Pourquoi ai-je l'impression de vivre avec un inconnu qui m'aimait? Au lieu de cela, j'ai regardé, j'ai attendu. Je suis devenu silencieux dans ma propre maison, étudiant la femme que j'ai épousée comme si elle était une langue étrangère. Autrefois, je parlais couramment et maintenant je comprenais à peine. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Un mardi, elle est partie travailler plus tôt. J'avais pris un jour de congé, le burn-out s'installant sur moi, le sommeil pesant lourdement sous mes yeux. Vers midi, j'ai entendu son téléphone sonner depuis la table basse. Elle l'avait oublié à la maison. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai décidé de ne pas y toucher.
Je pensais qu'elle serait de retour dans la soirée. Mais vers 14h45, ça a de nouveau sonné. C'était Janelle. J'ai hésité, puis je l'ai repris. Et, c'est Julien. Maria a laissé son téléphone à la maison. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Puis Janelle a dit, « Oh, bizarre, j'appelais pour lui demander si elle avait toujours l'intention de me rencontrer. » Mon estomac se tordit. « Rencontrez-vous. » « Ouais, nous étions censés prendre un verre aujourd'hui vers 13h. » Elle n'est jamais venue, elle n'a pas envoyé de SMS à son appel. Je me raclais la gorge. Elle m'a dit qu'elle travaillait. Une autre pause, une plus longue. Oh, je suis sûr qu'il y a une confusion. Ouais, j'ai dit catégoriquement. Probablement. J'ai raccroché et je suis resté assis là, dans le silence, le poids d'une seule question sans réponse pressant sur ma poitrine. Où était-elle réellement? Quand elle est rentrée ce soir-là, j'avais déjà débarrassé la table. Il n'y avait ni musique, ni bougie, juste moi, assis sur le canapé, tenant la télécommande, mais ne regardant rien. Elle avait l'air épuisée. Et, dit-elle. Longue journée, j'ai hoché la tête. Où étais-tu? Elle cligna des yeux. Au travail. Quoi? Je l'ai regardée. Janelle a appelé et a dit, vous n'êtes pas venu boire un verre. Elle s'est figée juste une seconde, mais je l'ai vue, à la façon dont sa gorge se tendait, à la façon dont ses yeux se lançaient. J'ai oublié, dit-elle rapidement. J'ai dû couvrir un quart de travail. Cela m'a échappé. Je n'ai rien dit, je me suis juste levé et je suis passé devant elle. Elle suivit, Julien, n'en fais pas quelque chose. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Vous l'avez déjà fait. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas quoi dire, comme si les mensonges s'accumulaient trop pour qu'elle puisse rester droite. J'ai attendu qu'elle parle, qu'elle s'explique, pour être honnête. Au lieu de cela, elle entra dans la chambre et ferma la porte. Cette nuit-là, je restais éveillé à côté d'elle pendant qu'elle dormait profondément. Et pour la première fois de notre mariage, je ne me sentais pas en sécurité à côté d'elle. J'avais l'impression d'attendre quelque chose que je ne voulais pas découvrir, mais que je savais déjà. La distance ne grandissait plus. C'était déjà là. Et je commençais à accepter que tout ce que nous avions, quoi que nous construisions, avait été fissuré d'une manière que je ne pouvais pas encore nommer mais que je pouvais ressentir à chaque instant de calme. C'était un jeudi après-midi quand tout criait. J'étais dans le garage pour organiser des outils que j'utilisais à peine. La moitié d'entre eux étaient encore dans leur carton depuis notre emménagement. J'avais encore pris un jour de congé, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je ne voulais plus faire semblant, faire comme si tout allait bien, faire comme si ma femme n'était pas ailleurs dans son esprit et peut-être même dans son cœur. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Rapide et frénétique, je suis sorti du garage en m'essuyant les mains avec un vieux chiffon. Elle se tenait là dans le couloir, les clés toujours à la main, le visage pâle et les yeux sauvages. « Julien, dit-elle presque à bout de souffle. J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital, j'ai cligné des yeux. Ce qui s'est passé. Tobias, dit-elle, la voix brisée. Il a eu un accident de voiture, un grave. Je n'ai pas répondu immédiatement, je l'ai juste regardé. Ses mains tremblaient, tout son corps tremblait, comme si le sol sous elle venait de s'effondrer. J'ai besoin de le voir, murmura-t-elle, s'il te plaît. Je n'appelais pas Janelle ou Riley ou un certain nombre de personnes qui auraient compris sa panique. Elle est venue vers moi, son mari et une partie de moi détestaient la façon dont je réagissais toujours instinctivement, sans colère, sans poser de questions. Montez dans la voiture, dis-je doucement, attrapant son sac à main et me suivit. Le trajet était silencieux, pas de musique, pas de mots, juste le bruit des pneus qui bourdonnaient contre l'asphalte et mon cœur battait comme si je ne lui avais pas demandé comment elle avait trouvé. Je n'ai pas demandé dans quel hôpital nous allions. Elle avait déjà saisi l'adresse dans le GPS de mon téléphone et était assise là, se serrant dans ses bras comme si elle essayait de maintenir quelque chose qui s'était déjà effondré. Environ 15 minutes après le début du trajet, elle a déclaré « Je ne pensais pas ressentir cela », a-t-elle déclaré, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai pas quitté la route des yeux. Je pensais que c'était fini. C'était vraiment fini. Pourtant, je n'ai rien dit. Juste au moment où j'ai entendu qu'il n'y arriverait peut-être pas, quelque chose s'est ouvert en moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. Je l'aime toujours. Il n'y avait pas de vent dans la voiture, pas de respiration brusque, juste un calme soudain qui semblait plus fort que n'importe quel cri aurait pu l'être.
Elle ne m'a même pas regardé quand elle a dit ça. Elle regarda par la fenêtre comme si ces mots n'avaient pas brisé les restes de la confiance à laquelle on s'accrochait. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. J'ai serré le volant plus fort. Mes jointures se sont élargies. Je ne savais même pas comment. J'ai continué à conduire. Le clignotant cliquait régulièrement alors que je changeais de voie, comme si le monde tournait toujours comme d'habitude. Mais en moi, tout s'était arrêté. Elle l'aimait toujours. Elle n'a pas dit « je pense que je l'aime toujours », ça m'a rappelé des sentiments. Non, elle l'a dit comme si c'était un fait, comme si cela attendait en elle tout ce temps. Accroupi dans un coin sombre jusqu'à ce qu'un accident de voiture le force à entrer dans la lumière. Nous sommes arrivés sur le parking de l'hôpital. Elle a débouclé sa ceinture de sécurité avant même que j'aie coupé le moteur. « Merci », dit-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas répondu. Elle a ouvert la porte et est sortie. Et juste comme ça, elle a couru. Elle a traversé le parking avec ses talons comme si elle ne se souciait pas d'eux. La douleur, elle a couru comme si son cœur était à l'intérieur de ce bâtiment, elle a couru comme si je n'existais pas. Elle n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je l'ai regardée se précipiter à travers les portes automatiques, je les ai regardées avaler son trou, et pendant un instant je n'ai pas pu bouger. Je restais assis là à regarder à travers le pare-brise, engourdi. Je pense. Je suis resté garé pendant près de 20 minutes. Il y avait cette voix en moi qui répétait sans cesse la même phrase. Elle a couru vers lui, pas toi. Je ne l'ai pas suivi. Je ne voulais pas voir la façon dont elle pourrait lui tenir la main ni les larmes qu'elle pourrait pleurer à son chevet. Je ne voulais pas voir le regard dans ses yeux, celui que je n'avais pas vu depuis des mois, cette tendresse douce et douloureuse qu'elle me réservait. Au lieu de cela, je suis rentré seul chez moi. La maison était sombre quand je suis entré, ses manteaux étaient toujours accrochés au crochet près de la porte. L'un de ses talons, celui qu'elle avait dû lancer dans sa panique, gisait de côté dans le couloir. Je l'ai regardé pendant un moment. Étrange les choses auxquelles votre esprit s'accroche lorsque votre vie implose tranquillement. Je suis entré dans la chambre. Son parfum flottait encore dans l'air. Je m'assis sur le bord du lit et pris une profonde inspiration. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ce n'était pas seulement qu'elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'était moi qui l'avais retenue lors de ses crises de panique. C'est moi qui l'ai soutenue lorsqu'elle a perdu son emploi pendant 2 mois. J'étais celui qui lui avait permis de se sentir en sécurité dans ce monde. Et au moment où elle avait le plus besoin de quelqu'un, elle n'a pas couru vers l'homme qui l'avait tenu ensemble pendant les 5 dernières années. Elle a couru vers celui qui l'avait brisé en premier. Je suis resté assis là pendant des heures. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas allumé les lumières, j'ai juste regardé la porte, attendant, non pas parce que je voulais qu'elle revienne par là, mais parce que j'avais besoin de savoir si j'étais toujours celui chez qui elle rentrerait à la maison. À 10h07, la serrure tourne. Je n'ai pas bougé. Elle entra lentement, le visage rouge, les yeux gonflés. Elle s'est figée lorsqu'elle m'a vu assis dans le noir. « Julan », dit-elle en s'avançant. Je me suis levé, je suis passé devant elle, sans même lui effleurer l'épaule. Elle s'est retournée alors que j'atteignais la porte. « S'il te plaît », murmura-t-elle. Ça ne voulait rien dire, j'ai juste eu peur. Je ne le pensais pas, mais elle le pensait, parce que la vérité s'échappe toujours quand on a peur. Et sa vérité est sortie de la voix la plus douce que j'ai jamais entendue, mais elle a crié plus fort que n'importe quoi d'autre. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claquée, je n'étais pas obligé de le faire. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées pour dire « j'ai fini », il suffit de les fermer. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la maison était d'un silence absolu, pas d'un calme paisible, comme le silence qu'on trouve dans un cimetière. Je m'assis sur le bord du lit, regardant le sol, portant toujours la chemise d'hier. Son côté du lit semblait n'avoir pas été touché. Le drap gardait toujours sa forme de la nuit précédente. Mais la chaleur avait disparu, tout comme le reste d'elle. Je n'ai pas entendu la douche couler. Je ne sentais pas le café, c'était son rituel le dimanche matin, des noisettes fraîchement moulues fredonnant un vieux air de l'Oranil. Mais ce matin-là, il n'y avait rien, juste le bourdonnement sourd du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge du couloir qui me le rappelait. Chaque seconde était un autre battement de l'homme que j'étais. Je n'ai pas vérifié dans la chambre d'Amy si elle y avait dormi. Je n'ai pas cherché de message, je n'ai pas crié son nom. Je savais déjà où elle était. Elle n'était pas là, ni en esprit, ni en vérité.
Je me sentais comme une locataire de mon propre mariage, comme si j'avais vécu avec quelqu'un qui avait déménagé il y a des mois mais avait laissé son corps derrière elle, accomplissant les mouvements pendant que son cœur était entre les mains de quelqu'un d'autre. J'ai emballé une petite valise, juste l'essentiel, 2 jeans, 3 chemises, un sweat à capuche, des chaussettes, un boxeur et mon kit de rasage. J'ai pris mon passeport et mon acte de naissance dans le coffre-fort du placard, je les ai jetés dans le sac avec mon ordinateur portable. Je n'ai rien emporté qui comptait pour elle, pas de cadeaux, pas de livres partagés, pas de photos encadrées. Je n'essayais pas d'envoyer un message. Ce n'était pas une vengeance, c'était une libération. Alors que je fermais le sac, mes yeux ont attiré la photo du mariage sur la commode. Nous rions sur cette photo, de vrai rire. Je me souviens de ce qu'elle a murmuré juste avant que le photographe ne le prenne en photo. Ne me laisse jamais oublier ce sentiment. Elle a oublié, et maintenant moi aussi. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai déchiré une feuille du bloc-notes sur le réfrigérateur et j'ai écrit exactement ce que j'avais besoin de dire, ni plus, ni moins. Ne vous inquiétez pas, il peut vous avoir maintenant. Je ne l'ai pas signé, je n'ai pas tracé de ligne dessus ni ajouté une touche dramatique, juste ces 8 mots laissés sur le comptoir à côté de sa tasse préférée, celui qui disait « Les lundis m'ont poussé à le faire ». Je suis resté un moment sur le pas de la porte et j'ai regardé autour de moi. C'était étrange à quel point tout avait l'air ordinaire, le canapé sur lequel nous regardions des documentaires policiers, la cuisine où je lui ai appris un jour à couper des oignons en des samplerés, la bibliothèque que nous avons remplie ensemble lors de notre 3e anniversaire à Asheville. Je ne sortais pas d'une maison, je sortais d'un musée, un musée où les expositions avaient perdu tout sens. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé directement chez Malik, à l'ouest de la ville. C'était mon meilleur ami depuis l'université, loyal, direct et jamais du genre à indiscret à moins que vous en ayez besoin. Lorsqu'il a ouvert la porte et vu la valise, il n'a pas demandé, il s'est simplement écarté et a dit « Les chambres sont propres ». J'ai posé le sac dans un coin et je me suis assis sur le bord du futon. « Est-ce que c'est mauvais ?» a-t-il demandé en sortant 2 bières du réfrigérateur. J'ai lentement hoché la tête. C'est fait. Il m'a tendu la bouteille, puis s'est assis à côté de moi sans un mot. Nous n'avons pas porté de toast, nous n'avons rien dit de poétique. Nous étions assis là, comme 2 hommes regardant passer une tempête au loin, sachant qu'elle avait déjà frappé l'un d'entre eux. Plus tard dans la soirée, il a commandé une pizza et nous avons mangé en silence. Chaque fois que son téléphone sonnait, je tressaillais un peu, pensant qu'elle essayait peut-être de me joindre par son intermédiaire. Elle ne l'a pas fait, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Cette première nuit sans elle lui parut à la fois insupportable et étrangement paisible. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien frappé. Je restais là à regarder le plafond, me demandant combien de mensonges avaient été enveloppés dans ces baisers de bonne nuit, me demandant combien de moments avaient été volés. Pendant que j'étais assis en face d'elle, consacrant mon âme à un mariage, elle se vidait lentement de l'intérieur. Le matin, mon téléphone s'est allumé, 5 appels manqués, 2 messages vocaux, tous d'elle. Je ne les ai pas écoutés, je les ai supprimés, mais j'ai rejoué sa voix dans ma tête, encore et encore. Je l'aime toujours. Cette phrase a joué comme un disque rayé dans ma tête toute la journée. J'ai essayé de me distraire, je suis allé me promener, j'ai fait une liste de courses avec Malik, je l'ai même aidé à réorganiser les déchets dans son garage, mais rien n'a pu me sortir cette phrase de mes os. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une gomme. Elle avait effacé les 5 années que nous avions construites ensemble. En 5 mots, cet après-midi-là, je me suis assis à la table de la cuisine de Malik et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à lister tout ce dont j'avais besoin pour transférer, compte bancaire, souscription d'assurance, contact d'urgence. Mon nom était partout dans son monde, tout comme le sien était dans le mien. Démêler cette toile, c'était comme retirer la peau d'une plaie ouverte, mais je l'ai fait lentement, méticuleusement. Le soir, d'autres messages sont arrivés. Julien, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas à quoi je pensais. Pouvons-nous parler? Juste une fois, j'ai éteint mon téléphone, pas malgré elle, juste pour respirer. C'est fou avec quelle rapidité quelqu'un peut passer du choix de quelqu'un d'autre à celui de demander votre attention. Un instant, tu n'es que l'homme qu'elle a laissé derrière elle dans une voiture garée. Le lendemain, tu es son encre dans une tempête qu'elle a créée. Mais je n'étais plus son présentateur. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi, non pas parce que j'allais bien, mais parce que j'avais pris une décision, et les décisions,
même douloureuse, apporte de la clarté. Elle avait choisi. Maintenant, je choisissais aussi. Je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui courait vers son passé lorsque le monde devenait difficile. Je n'allais pas rivaliser avec un fantôme. Je n'allais pas laisser de place à quelqu'un qui m'offrait des restes tout en donnant tout son cœur à quelqu'un d'autre. Lâcher prise n'a pas été facile, mais c'était nécessaire, et parfois il faut faire son sac, écrire sa vérité sur un morceau de papier et s'en aller, non pas parce qu'on le veut, mais parce que rester signifierait disparaître. Je n'ai pas disparu. Je me suis récupéré et je lui ai laissé exactement ce qu'elle avait demandé. Tobias. Je n'ai pas allumé mon téléphone pendant 3 jours, non pas parce que j'avais peur de ce que j'allais voir, mais parce que je savais déjà ce qui m'attendait. La vérité ne se cache pas dans le silence. Il crie en arrière-plan, même lorsque votre écran est noir et que vos mains ne touchent pas le bouton d'alimentation. J'avais besoin de calme chez Malik. Je m'en suis tenu à une routine, me réveiller, préparer du café, prendre une douche, m'asseoir dans la petite cuisine ensoleillée, parcourir sans but des articles qui ne m'intéressaient pas. J'ai essayé de lire un livre un matin, mais les mots n'arrêtaient pas de glisser hors de la page, comme si mon esprit refusait de retenir quoi que ce soit de nouveau tout en s'accrochant à ce qu'il n'avait pas traité. Malik m'a laissé de l'espace. Pas de discussion approfondie, pas de questions inutiles, juste un soutien silencieux. Il laissait des petites choses près de la porte, des barres protéinées, des bouteilles d'eau et même une balle anti-stress. Une fois qu'il est passé avec son casque de jeu, il m'a regardé avec un demi-sourire et m'a dit « Frère, tu ressembles à un homme qui vient de réaliser que le poulet qu'il a cuisiné pendant des années avait une deuxième famille. » J'ai failli rire. Presque. Le 3e matin, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai finalement allumé mon téléphone. La première chose qui m'a frappé, c'est le bus. Ça ne s'est pas arrêté pendant 15 secondes. Lorsque l'écran s'est allumé, c'était comme si une inondation avait déferlé, 53 appels manqués, 12 messages vocaux, 29 SMS. Chaque notification provenait du même nom, Maria. Je restais là, dans la cuisine de Malik, à regarder l'écran comme s'il était en feu. Au début, je n'ai rien ouvert, j'ai juste regardé les messages s'empiler pour former un monument numérique de regrets. Finalement, j'ai cliqué sur le premier message vocal, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de l'entendre à nouveau sortir de sa bouche pour savoir qu'elle n'était pas un rêve. J'ai inventé que toute cette douleur était réelle, qu'elle venait d'une voix à côté de laquelle je m'endormais. Sa voix était tremblante, « Julian, je ne sais pas si tu comprends, mais je suis désolé, s'il te plaît. C'est juste que je ne le pensais pas. Je ne pensais pas ce que j'ai dit dans la voiture. J'étais paniqué, je n'avais pas les idées claires. J'ai fermé les yeux. C'est drôle comme la panique pousse les gens à dire la vérité. J'en ai écouté un autre. Je suis retourné à l'hôpital aujourd'hui. Il est réveillé maintenant, mais je ne suis pas entré. Je ne peux pas. Je continue de penser à toi, à ce que j'ai dit, à la façon dont tu m'as regardé après. S'il vous plaît, pouvez-vous simplement m'appeler ? Elle a laissé un autre message vocal le soir même. Je sais que tu me détestes, je sais que tu dois le faire, mais j'ai besoin que tu m'entendes. Tobias n'est pas celui que je veux. Ce n'était qu'un premier chapitre, jamais correctement clos. Je pensais pouvoir enterrer le passé, mais quand l'accident s'est produit, tout s'est répandu. Un autre, plus silencieux. Tu me manques. La façon dont tu gardes le silence comme si c'était quelque chose de sacré me manque. Ton stupide bourdonnement sous la douche me manque. La façon dont vous corrigez ma grammaire me manque même lorsque j'envoie des SMS trop vite. J'ai arrêté d'écouter après ça. Ce n'était pas que ces paroles ne m'affectaient pas. Ils l'ont fait profondément, mais le mal était fait. Ce n'est pas le mensonge qui m'a brisé. C'était le choix dans son moment le plus brut, dans le genre d'urgence émotionnelle qui dépouilla les gens jusqu'au plus profond. Elle a couru vers lui. Elle a fouillé son cœur et en a ressorti la vérité. Cette vérité ne m'incluait pas. Après cela, tout ressemblait à du contrôle des dégâts. Des relations publiques émotionnelles. Une équipe de nettoyage arrivée après l'incendie avait déjà ravagé la maison. Ce jour-là, j'ai quitté la maison de Malik pour une promenade. Il pleuvait sous une pluie légère qui pénétrait à peine mais vous glaçait quand même les os. J'ai marché sans direction, laissant simplement mes pieds me porter à travers le quartier. Chaque couple que je croisais en se tenant la main ressemblait à un panneau publicitaire de quelque chose que j'avais perdu, une version de l'amour qui avait été le mien. Maintenant une langue étrangère que je ne pouvais pas traduire.
Je me suis arrêté sur un banc près du parc à chiens et je me suis assis à regarder des inconnus rire et lancer des balles de tennis. La vie a continué. Le monde ne s'est pas arrêté simplement parce que le mien avait craqué. J'ai fait défiler ces textes, la plupart d'entre eux étaient flous. Je suis désolé, s'il te plaît, parle-moi. Vous ne comprenez pas ce que je voulais dire. J'étais sous le choc. C'était une erreur. Tu es celui que j'aime. C'est ce dernier que j'ai regardé le plus longtemps. Tu es celui que j'aime. C'est le problème de l'amour. C'est aussi réel que les choix qui se cachent derrière cela. Vous pouvez prononcer les mots 1000 fois, vous pouvez les écrire dans les étoiles, mais si vos actions les contredisent, ils deviennent vides, creux, comme dire « je m'en soucie » en tendant une lame à quelqu'un. Je voulais la croire. Je l'ai fait. Je voulais réfléchir. L'accident l'a tellement secoué qu'il a brouillé ses pensées. Peut-être, juste peut-être, a-t-elle dit la mauvaise chose au pire moment. Ensuite, ce fut juste la panique, la confusion. Mais la vérité s'était déjà infiltrée en moi. Elle ne s'est pas contentée de dire que je l'aime toujours, elle l'a murmuré comme une confession, comme quelque chose qu'elle avait enfoui si profondément en elle. Il est sorti comme de l'oxygène lorsque le couvercle s'est finalement ouvert et je n'allais pas l'entendre. Ce soir-là, Malik a préparé des spaghettis. Nous nous sommes assis devant la télévision en train de regarder un film d'action stupide et j'ai finalement parlé. Elle veut le réparer. Il n'a pas détourné le regard de l'écran, n'est-ce pas? J'y ai pensé. Non, j'ai dit, je veux juste qu'elle comprenne qu'elle a cassé quelque chose. Elle ne peut pas recoller simplement parce qu'elle est désolée. Il hocha lentement la tête. Bien, ça s'appelle la clarté. Ça fait très mal, mais c'est propre. Plus tard, quand j'étais au lit, je me suis demandé combien de messages supplémentaires j'allais réveiller aussi, combien d'excuses supplémentaires, combien de temps il lui faudrait avant qu'elle abandonne, avant que le silence ne revienne, non pas comme une punition mais comme une paix. Je ne l'ai pas bloquée. Je voulais qu'elle sache que je ne me cachais pas, mais que je ne reviendrai pas. Certaines personnes pensent que le pardon, c'est revenir à la personne qui vous a blessé. Mais parfois, le pardon, c'est choisir de ne plus la laisser recommencer et de se choisir soi-même. Finalement, c'était un mardi après-midi calme lorsque Riley m'a envoyé un texto. Pouvons-nous parler de café, juste nous? J'ai regardé le message pendant un long moment, non pas parce que je ne savais pas de quoi elle voulait parler au fond, j'avais une assez bonne idée mais parce que je n'étais pas sûr d'être prêt à l'entendre. Riley avait toujours été le point médian entre Maria et le monde, ni trop envahissante, ni trop distante. Elle aimait sa sœur, mais elle la voyait clairement, peut-être plus clairement que quiconque ne l'avait jamais fait. Pourtant, il m'a fallu 1 heure entière pour répondre. J'ai finalement tapé « sur où ?» Et elle a envoyé l'adresse d'un café que nous allions tous ensemble, à l'époque où les choses étaient simples et chaleureuses, avant que le silence ne prenne le dessus sur mon mariage, avant que je ne devienne le fantôme que Maria a laissé derrière elle. Je suis arrivé tôt et j'ai trouvé un stand à l'arrière. Loin des fenêtres, l'endroit sentait encore la cannelle et les haricots grillés. Je me souviens que Maria recevait la même commande à chaque fois, un latte aux noisettes, 2 pompes de mousse supplémentaires. J'ai commandé du café noir, sans sucre. Je ne voulais pas de réconfort, je voulais de la clarté. Riley est entrée vêtue d'un jean, d'un sweat à capuche et sans maquillage. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas beaucoup dormi. Lorsqu'elle m'a vu, elle a hésité devant la porte, comme si elle décidait de rester ou de faire demi-tour. Puis elle inspira et s'approcha. « Et » dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, et elle s'est assise en face de moi et a enroulé ses mains autour d'une tasse dans laquelle elle n'avait pas bu. Ses doigts tremblaient légèrement. Je l'ai regardée attendre. Je n'allais pas briser le silence en premier. Je ne suis pas venu ici pour la défendre, dit-elle finalement. Bien, j'ai répondu. Elle hocha de nouveau la tête, les yeux fixés sur la moquerie. Je suis venu parce que tu mérites de savoir ce qu'elle n'a pas dit. Ma poitrine se serra. Elle n'a pas triché, Riley, dit doucement, pas au sens physique du terme, mais elle a franchi les limites, émotionnelles, profondes. Je me penchai en arrière, fermai brièvement les yeux. Combien de temps Riley a soupiré? Tout a commencé petit, quelques messages après qu'ils se soient croisés lors du mariage de Naomi l'année dernière. Au début, c'était juste un rattrapage. Puis ça s'est transformé en texto de fin de soirée, puis elle s'est exprimée sur le travail, sur toi, sur la vie qu'elle ressentait. Elle s'est installée dans ce mot piqué, installée. Je l'ai regardée, la voix basse.
Elle vous a dit ceci, elle a avoué il y a quelques mois, a dit que c'était inoffensif, a dit qu'elle avait juste besoin de parler à quelqu'un qui la connaissait auparavant. Tout semblait routinier. Mais je savais ce qui se passait. Je lui ai dit qu'elle jouait avec le feu, qu'elle ne pouvait pas garder un pied dans ta vie et l'autre dans son passé. Moi, quand elle a découvert que Tobias était blessé, tout ce qu'elle avait enterré s'est révélé rapidement et en désordre. Elle m'a dit qu'elle l'aimait toujours. Dis-je en regardant mon café, Riley avait l'air dévasté. Elle ne voulait pas dire ça de cette façon. J'ai haussé un sourcil. Je ne l'excuse pas, ajouta-t-elle rapidement. Mais elle l'a dit comme si quelqu'un se noyait dans ses souvenirs, comme si elle confondait l'homme avec le moment présent, comme si elle paniquait et s'emparait de la dernière version d'elle-même qui se sentait complètement libre. Je n'ai pas répondu. Mon cœur était déjà fatigué d'interpréter pour elle le désordre de Maria. Elle est en ruine maintenant, continua Riley. Elle n'arrête pas de me demander si tu reviendras un jour, n'arrête pas de dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'il disparaisse. J'ai souri sans humour. C'est drôle comme les gens réalisent toujours qu'ils t'aiment le plus après t'avoir détruit. Riley s'est essuyé les yeux. Elle est toujours ma sœur, Julian, mais je lui ai dit la vérité. Elle ne peut pas jouer le rôle de la victime dans tout ça. Elle a fait tout le désordre. Elle a brisé l'homme qui se montrait toujours pour elle. Cette phrase est restée lourde dans l'air. J'ai finalement demandé, pourquoi dis-moi tout ça? Tu aurais pu rester en dehors de ça. Parce que je t'ai vu l'aimer, dit-elle, je rayonnais. Je t'ai vu t'investir dans ce mariage. Et maintenant elle est coincée avec les cendres. J'ai levé les yeux, nos yeux se sont croisés, je ne reviens pas. Elle n'a pas bronché, lentement, j'ai pensé, mais je pensais que tu méritais de l'entendre de la part de quelqu'un qui ne se cachait pas derrière des excuses. Le silence entre nous était plus doux cette fois, pas lourd, juste fatigué. Riley a mis la main dans son sac et a glissé quelque chose sur la table. L'écouse, le vent soufflait dans ses cheveux, mes bras autour de sa taille. Nous rions de quelque chose de stupide et probablement d'oubliable, mais nos visages étaient une pure joie. Elle a failli jeter ça. Murmura Riley, mais je l'ai sauvegardé, j'ai pensé que tu voudrais peut-être te souvenir de la partie qui était réelle. J'ai regardé la photo, ma poitrine était remplie de souvenirs. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai tout ressenti d'un seul coup. J'ai pris la photo et je l'ai glissée dans ma veste. Merci, j'ai dit pourquoi. Pour être honnête. Elle sourit petite et triste. J'aurais aimé que ça se passe différemment. Moi aussi, dis-je doucement. Nous nous sommes levés. Pas de câlin, juste un signe de tête. En sortant du café, je me sentais plus léger, pas guéri, pas entier, mais plus léger, comme si quelqu'un avait enfin retiré le dernier éclat et laissé la blessure respirer. Je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes avant de mettre le contact. J'ai de nouveau regardé la photo, nos sourires, à ce moment-là, cette version de nous avait disparu maintenant. Mais je n'étais plus en colère, j'avais juste fini. Certaines vérités viennent de la douleur, d'autres du silence, mais les plus difficiles viennent des gens qui ont vu tout cela se produire et qui n'ont finalement pas pu rester silencieux. J'ai accepté de la rencontrer en public, non pas parce que je voulais parler mais parce que cela me paraissait nécessaire, comme si je mettais la dernière brique dans un mur dont je savais déjà qu'il devait être construit. Nous avons choisi un endroit neutre, un petit restaurant tranquille du centre-ville, avec des huées en bois et des bougies vacillantes, le genre d'endroit propice aux conversations lentes et aux adieux doux. Elle choisit la cabine près de la fenêtre, comme elle le faisait toujours. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, ses jointures pâles et ses yeux fixés sur la condensation glissant sur son verre d'eau, comme si elle contenait toutes les réponses qu'elle ne pouvait pas trouver en moi. Je me suis approché lentement, non pas par hésitation mais parce que quelque chose en moi voulait me souvenir de cela. Son apparence, le poids qu'elle portait. J'avais passé des années à étudier ses expressions, à décoder les petits changements dans son sourire, la lueur dans ses yeux lorsqu'elle cachait quelque chose. Mais aujourd'hui, elle ne portait pas de masque. Son chagrin était ouvert, son corps affaissé, ses yeux fatigués. Quand je me suis assis, elle a levé les yeux. Pas de mots au début, juste une inspiration brusque, comme si elle ne s'attendait pas à me revoir. « Salut » murmura-t-elle. Maria, elle essaya de sourire, mais il se brisa à mi-chemin. « Merci d'être venu » ai-je hoché la tête en jetant un coup d'œil autour de la pièce calme. Seules 2 autres tables étaient occupées. Parfait, pas de public, pas de distraction, juste la vérité. Elle attrapa son verre et but une gorgée, comme si elle hésitait, puis finit par le dire.
J'ai tout gâché. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas interrompu, je n'ai même pas réalisé à quel point jusqu'au soir de ton départ. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu le message, je ne savais pas comment respirer. Vous sembliez bien respirer lorsque vous couriez vers cet hôpital. J'ai dit. Ma voix n'était pas en colère, juste un niveau mesuré. Elle grimaça. Je sais que tu m'as dit que tu l'aimais, Maria. Comprenez-vous cela? Non pas qu'il vous ait manqué, non pas que vous ayez paniqué. Tu as dit que tu l'aimais toujours. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne le pensais pas. Je jure que j'étais sous le choc. Il a failli mourir. Cela m'a ramené à se souvenir de qui j'étais. Et ne le faites pas, dis-je calmement, ne le transformez pas en poésie. Ce n'est pas un souvenir, c'est une décision. Vous en avez fait un. Je viens finalement de l'accepter. Elle se pencha en avant, s'essuyant les yeux. Julian, j'ai essayé d'expliquer que ce que j'ai dit ce soir-là n'était pas toute la vérité. Je ne l'aime pas, pas vraiment. J'aimais qui j'étais quand j'étais avec lui, jeune, téméraire, ininterrompu. Mais ça ne veut pas dire que je le voulais, je te voulais, je nous voulais, tu me voulais. Répétai-je amèrement. Alors vous avez supprimé vos messages, menti sur l'endroit où vous aviez été touché par une affaire émotionnelle et lorsque l'homme que vous prétendiez ne pas vouloir a failli mourir, vous avez couru directement vers lui. Elle se tut, la gorge serrée. Je n'y suis pas allé pour raviver quoi que ce soit. Tu y es allé parce que ton cœur n'a jamais cessé de faire écho à son nom et que je n'étais qu'un bruit de fond. Non, dit-elle rapidement, tu n'as jamais été du bruit, tu étais tout. Vous étiez en sécurité. Tu étais à la maison. J'ai ri, froid et silencieux. Les gens ne courent pas vers chez eux lorsqu'ils ont peur. Ils courent vers ce dont ils rêvent encore. Elle baissa les yeux sur ses mains. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je crois que j'ai dit. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Je crois que tu n'avais pas prévu de me faire du mal. Mais l'amour ne se juge pas par l'intention, il est jugé par l'impact, et votre impact a été un marteau émotionnel. Maria avait l'air de se replier sur elle-même, ses épaules courbées, ses mains tordues sur ses genoux. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Elle murmura, tu as raison. J'ai dit, d'une voix douce mais ferme, tu ne le fais pas. Les mots restèrent dans l'air comme un verdict. Et pendant un instant, elle ne respira pas. Je ne suis pas là pour me venger. Je ne suis pas là pour traîner ça. J'ai dit que je suis là pour fermer la porte que tu as laissée ouverte. Elle hocha lentement la tête. Tu veux divorcer? J'ai déjà parlé à un avocat. J'ai dit, vous recevrez les journaux cette semaine. Je ne vais pas le rendre moche. Je ne prends rien de ce qui t'appartient. Je veux juste la paix. Elle ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Puis, finalement, à travers les larmes, je ne suis pas tombé amoureux de toi. Tu ne m'aimais tout simplement pas assez pour protéger ce que nous avions. J'ai dit, et c'est pire. Nous nous sommes assis en silence. La serveuse est arrivée et a déposé le pichet d'eau, puis s'est arrêtée, sentant la tension, elle s'est éloignée tranquillement. Je continue de me réveiller et de t'atteindre, a dit Maria. Puis, en se souvenant, tu es parti. Je me réveille et je me souviens que je suis libre, j'ai répondu, avant, ça me faisait peur, mais maintenant, ça me semble propre. Elle avait l'air dévastée, mais ce n'était pas le moment d'exprimer ses sentiments, plus maintenant. Elle avait eu des mois pour décider où vivait son cœur. Elle a choisi. Moi aussi. J'ai toujours le cadeau d'anniversaire que tu n'as jamais ouvert, dit-elle doucement. C'est dans le tiroir du haut de ma table de nuit. J'ai haussé les épaules. Peut-être que je le lui donne. Ce n'est pas juste, a-t-elle brusquement lancé. Ne me réduisez pas à ce seul instant. Toi, plus que tout le monde, tu devrais savoir que je suis plus qu'une erreur. Non, dis-je en me levant, tu étais plus. Vous avez juste choisi d'être moins. Elle tressaillit. Je n'ai pas aimé le dire. J'avais juste besoin qu'elle comprenne la finalité. J'ai sorti une petite enveloppe de la poche de mon manteau et l'ai posée sur la table, son nom écrit de ma main. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Clôture, j'ai dit, tout ce que j'avais besoin de dire mais que je ne voulais plus dire à voix haute. Elle n'a pas atteint l'objectif. Elle a juste regardé la table, le visage rouge de honte et quelque chose proche du désespoir. J'aimerais pouvoir y retourner, a-t-elle murmuré. Vous n'y arrivez pas, dis-je doucement. Je l'ai laissée assise là,
les mains tremblantes sur son verre, les larmes aux joues, mon nom résonnant probablement dans son esprit de toutes les manières. Il n'y avait pas de retour en arrière. Mais finalement, je ne regardais plus par-dessus mon épaule. La lettre est arrivée 2 semaines après notre dernière conversation. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, courbée, prudente, celle qu'elle utilisait seulement lorsque quelque chose de vraiment important. Elle me laissait des notes dans cette écriture cachée dans la poche de ma veste sur le miroir de la salle de bain pendant que je travaillais pendant de longues heures. Maintenant, en tenant cette enveloppe, je n'étais pas sûr de vouloir en lire un seul mot. N'avait pas adresse de retour, juste mon nom, pas de cœur à côté comme avant, juste de l'encre noire propre, Julien. Je l'ai regardé pendant un moment, assis sur le canapé de l'appartement de Malik où ma vie s'était tranquillement réinitialisée. Mon sac était toujours dans le coin, déballé. Je n'avais pas accroché une seule chemise dans le placard. Je pense qu'une partie de moi gardait encore l'illusion que c'était temporaire, que j'allais bientôt rentrer chez moi. Mais ce mot avait changé. Et cette lettre, quelle qu'elle soit, me semblait être la clé d'une porte que je ne voulais plus ouvrir. Pourtant, je l'ai ouvert. C'était 4 pages, écrites à la main, sans tache, sans contour griffonné, comme si elle l'avait écrit avec soin, de manière réfléchie, comme si elle voulait que chaque mot atteigne exactement là où il le fallait. La première phrase a frappé plus fort que prévu. Je ne m'attends pas à ce que cela résolve quoi que ce soit. Continua-t-elle. Au moment où vous lisez ceci, vous avez probablement déjà tout déposé. Peut-être que tu as évolué, peut-être que tu en as fini avec moi pour de bon, mais j'avais besoin de dire ça, pas pour ton pardon, mais pour ta compréhension et, si je suis honnête, pour ma propre santé mentale. Je me suis déplacé sur mon siège. J'ai passé les 2 dernières semaines à tout revoir, chaque conversation, chaque décision, chaque instant. J'ai choisi le silence plutôt que l'honnêteté, la distance plutôt que la présence et la sécurité plutôt que la vérité, parce que c'était ça. Tobias était en sécurité. Il ne m'a rien demandé, il ne m'a pas mis au défi de grandir. Il vivait dans un souvenir où j'avais 22 ans, sauvage et adoré. Et quand il a été blessé, cela a déclenché quelque chose de profond et de tacite. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question d'évasion. J'ai fait une pause. En lisant, cette ligne restait comme du plomb dans ma poitrine. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question d'évasion. Cela expliquait beaucoup de choses, mais cela ne changeait rien au résultat. Cela n'a pas réparé les dégâts. Pourtant, j'ai continué à lire. Tu étais la chose réelle, la chose dure, désordonnée et magnifique. Vous m'avez vu, moi tout entier, et vous m'avez quand même choisi. Cela m'a fait plus peur que je ne l'ai admis. Être aimé si profondément signifiait que je devais être à la hauteur. Je devais rester cohérent, présent, honnête, et je ne savais pas comment m'accrocher à quelque chose d'aussi pur, sans me demander quand j'allais le gâcher. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, la lettre tremblant légèrement dans mes mains quand je lui ai dit que je l'aimais. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais je sais à quoi ça ressemble et je sais que tu l'as entendu clairement. Je ne t'en veux pas de t'en aller. En fait, je l'ai respecté parce que tu as toujours été celui qui a honoré la vérité, même si cela faisait mal. C'est ce que je ne pouvais pas faire. C'est pour ça que tu étais la meilleure moitié d'entre nous. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Je ne cherchais pas à me venger, je ne l'ai jamais été, mais l'entendre le dire, admettre qu'elle voyait la différence entre nous, entre ceux qui restaient fidèles et ceux qui s'enfuyaient, cela comptait, même si c'était trop tard. J'ai rejoué ce trajet en voiture dans ma tête tant de fois. J'aimerais pouvoir ramener les mots dans ma bouche. J'aurais aimé me tourner vers toi au lieu de détourner le regard. J'aurais aimé te voir assis là, souffrant, et arrêter de courir vers quelqu'un qui ne me connaissait plus. Mais la vérité est que je ne me suis pas arrêté et que tu l'as fait. Tu as tout arrêté, les plantes du dîner, le pardon, l'attente. Tu as arrêté de nous porter. Quand je lâche prise, je respire lentement, repliant le haut de la page. Je n'arrête pas de rêver aux petites choses, à la façon dont tu chantais pour le chien le jour du bain, à la façon dont tu lisais toujours les boîtes de céréales au petit déjeuner comme si c'était une dernière nouvelle. Ça me manque. La façon dont notre silence semblait sûr et non gênant me manque. Notre rythme me manque. Le monde est si calme maintenant, trop calme. Elle avait signé la dernière page différemment, pas de déclaration dramatique, pas de promesse de dernière minute, juste ceci. Je ne demande pas une autre chance. Je demande seulement que dans une partie calme de toi tu te souviennes que nous étions réels, que même si nous avons fini en silence,
nous avons vécu amoureux pendant un moment et cela comptait. Monsieur, j'ai plié la lettre et je l'ai tenue longtemps. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas été en colère, je me suis juste laissé ressentir pleinement. Cela ne m'a pas donné envie qu'elle revienne, cela ne m'a pas fait remettre en question la décision que j'avais prise, mais cela a eu un effet différent. Cela a donné un peu de paix au passé, car à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important, nous n'étions pas définis par la façon dont nous avons terminé. Nous avons été définis par le fait que pendant longtemps nous étions deux personnes qui se choisissaient, imparfaites, effrayées, essayant, et même si elle m'a échoué à la fin, même si elle s'est détournée quand j'avais besoin qu'elle se tourne vers moi. Je portais toujours le meilleur de ce que nous étions. Cela ne voulait pas dire que j'y retournerais un jour. Cela signifiait que je pouvais avancer sans amertume. J'ai placé la lettre dans une petite boîte en bois que je gardais dans la chambre d'amis de Malik. Il contenait quelques vieilles choses, des photos, des cartes, un cadeau de ma défunte grand-mère. La lettre n'avait pas sa place avec mes vêtements, mon portefeuille ou mon téléphone. Cela appartenait aux souvenirs, aux choses que vous respectez mais que vous ne portez plus tous les jours. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Quand je me suis réveillé, je ne me demandais pas si elle écrirait encore. Je n'avais ni espoir ni crainte, j'ai juste respiré. Et pour la première fois depuis mon départ, le souffle ne s'est pas bloqué dans ma gorge. J'ai déménagé un mercredi, le genre de jour trop ordinaire pour avoir une grande signification. Pas d'anniversaire, pas de vacances, juste un matin ordinaire en milieu de semaine, des nuages gris suspendus bas comme si quelqu'un avait drapé le ciel de coton humide. Ce n'était pas prévu de cette façon. Mon nouveau bail venait justement de commencer à ce moment-là. C'est drôle comme la vie avance à des dates qui ne semblent pas dramatiques. Il s'avère que la guérison n'attend pas un contexte parfait. J'ai chargé la dernière boîte à l'arrière de mon camion, juste quelques vêtements, une lampe, un tourne-disque et cette petite boîte en bois avec la lettre de Maria. Je ne l'ai pas rouvert, je ne l'avais pas ouvert depuis le jour de son arrivée. Mais je ne l'ai pas jeté non plus. Certaines parties de votre vie n'ont pas leur place à la poubelle. Ils appartiennent au passé, intacts, non ouverts mais respectés. Malik est sorti avec 2 tasses de café. Alors ça y est, dit-il en m'en tendant un. Ça y est, répondis-je. Il a levé sa tasse en signe de douleur de croissance et, recommençant, j'ai fait teinter la mienne contre la sienne pour faire taire. Cela ressemble enfin à la paix. Nous sommes restés là un moment dans l'allée comme des frères se disant au revoir, même si nous savions que nous nous reverrions encore. Malik n'était pas seulement mon ami. Il a été le témoin de la période la plus difficile de ma vie, celui qui ne demandait jamais de détails mais qui faisait toujours de la place pour mon silence. Ce genre de loyauté n'est pas suffisamment reconnu. Mais il faudrait penser qu'elle signera les papiers, demanda-t-il doucement. Elle l'a déjà fait, répondis-je en jetant un coup d'œil vers la boîte à gants il y a une semaine. Il hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'il savait déjà, et tu vas bien. Je me suis arrêté pour regarder un écureuil s'élancer à travers la cour, puis je l'ai regardé. Je ne suis plus en colère, je viens de le faire. Le trajet jusqu'au nouvel endroit durait environ 2 heures en dehors de la ville. Je l'ai trouvé sur un coup de tête, un petit cottage niché en bordure d'une ville tranquille appelée Ferrol. Ce n'était pas tape à l'œil, le loyer était abordable, les voisins semblaient du genre curieux, mais, plus important encore, c'était le mien, un endroit où elle n'avait pas touché, un endroit sans souvenir tissé dans les rideaux ou sans l'odeur de son shampoing qui persistait dans l'air. La première chose que j'ai faite en arrivant a été de laisser Moxie sortir de sa caisse. Elle était un refuge, moitié border collie, moitié mystère, toute énergie. Je l'avais adoptée 3 semaines plus tôt après être entré dans un refuge juste pour regarder autour de moi. Ce mensonge a duré exactement 8 minutes. Elle avait appuyé son front contre la vitre et me regardait avec ses yeux sages et interrogateurs, comme si elle connaissait déjà mon histoire. Maintenant, elle a bondi à travers le salon vide, remuant la queue comme un métronome de joie. Ouais, ai-je dit en souriant. Tout ira bien. Pour me tenir tranquille mieux que la plupart des gens, je me suis assis sur le banc surplombant l'eau. Moxie s'est recroquevillée à côté de moi et a laissé le calme remplir les espaces où le chagrin avait autrefois campé. Ça ne me semblait plus réel. J'ai pensé à elle une fois, pas dans la colère, pas même dans la tristesse, comme quelqu'un que j'aimais, quelqu'un qui était entré dans ma vie lors d'une fête d'anniversaire avec du guacamole au poignet et un rire qui m'avait fait oublier mon propre nom, quelqu'un en qui je croyais autrefois. Pour toujours, et quelqu'un qui, quand cela comptait le plus, courait dans l'autre sens. J'avais passé tant de nuits à essayer de comprendre pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait fait,
pourquoi elle ne pouvait pas s'en empêcher, pourquoi je n'étais pas assez. Mais la vérité est que parfois l'amour n'est pas une question de logique. Parfois, les gens partent non pas parce que vous manquez, mais parce qu'ils sont perdus. Et aucune loyauté ne peut ramener quelqu'un à lui-même s'il ne veut pas revenir. J'ai regardé Moxie. Elle regardait un canard se dandiner par la queue, frémissant d'intérêt. « Tu as tout compris, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé. Elle m'a léché la main une fois comme une réponse. De retour à la maison, j'ai préparé des pâtes, versé un verre de vin rouge et écrit dans mon journal pour la première fois depuis des mois. Ce n'était rien de profond, juste des pensées éparses mais honnêtes. Je pensais que l'amour devait durer pour avoir de l'importance, que si quelque chose se terminait, cela signifiait que c'était faux. Mais maintenant, je vois que certaines histoires d'amour ne sont que des chapitres, pas des livres entiers. Dans certains chapitres, vous terminez non pas avec amertume, mais avec un léger clin d'œil aux leçons qu'ils vous ont enseignées. J'ai fermé le journal, l'ai posé sur la table de nuit et me suis couché. Moxie m'a suivi, se pelotonnant à mes pieds comme si elle avait toujours été là. J'ai longtemps regardé le plafond, attendant que la douleur revienne. Ce n'est pas le cas, pas cette fois. Une semaine plus tard, je suis allé en ville et je me suis inscrit à un cours de menuiserie locale, non pas parce que j'étais bon dans ce domaine, loin de là, mais parce que j'avais besoin de refaire quelque chose avec mes mains, avec mon temps, avec mon cœur. J'ai rencontré quelques personnes, partagé quelques rires, parlé de vieille musique, pas de vieilles blessures. Ça faisait du bien. Un après-midi, Malik m'a appelé. Je viens de m'enregistrer. Vous construisez une cabane ou une nouvelle personnalité? J'ai ri, tous les deux, vous avez l'air plus léger, moi. Il fit une pause. Elle m'a appelé. Je pensais qu'elles sortaient encore ensemble. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. Bien.